un autre air, un air un peu intelligent, audacieux, rêveur. Sacré air, hein. Vous voyez, Maître Armand lui-même en porte une pour lui donner un petit air. Alors lui, il la porte par-dessus les oreilles. Je ne sais pas trop ce que ça rend sur moi, hein. Je n'ai pas eu l'occasion de le regarder avec. Mais je pense que ça doit être plutôt pas mal vu vos réactions. Bon, bien. Une autre protection, pour plus bas, ici. Je les ai sortis de ma collection ce matin. Une magnifique paire de choses gamboisées, hein. Vous devez tous en avoir une chez vous, mais pas comme celle-ci. Enfin, c'est bien. Bon, celle-ci, elle a une petite protection qui vient se placer au niveau du genou, hein. Très pratique sur le champ de bataille, évidemment pour demander merci. À vous, ça vous servira pour n'importe quel moment de la journée, hein, peu importe votre état de fatigue. Peu importe où vous êtes, si vous êtes sur un sol comme celui-ci, pas de souci, vous avez envie de faire une petite prière, pas de souci. Tac, c'est fait pour. Protection sur les genoux, ça amortit les chocs. Priez sans souci. Pensez-y, pensez-y. Bon, ça, c'est pas très important. Mais ça, par contre, c'est de la maille. Exactement. Hein. Ce sont de petites pièces de maille qui ont dû se détacher ou qui n'ont pas encore été assemblées à leur armure. Alors ça, bon, j'imagine que vous n'en avez pas chez vous. Hein. Ça coûte cher, donc n'allez pas en acheter juste pour votre pèlerinage. C'est si à la fin d'un champ de bataille auquel vous avez participé, vous avez encore un peu de temps libre, vous glanez. Hein. Vous regardez un peu sur le sol, s'il y a quelque chose qui brille, vous allez voir, ça pourrait être une pièce de maille. Alors vous la gardez bien précieusement, évidemment, et à l'ordre de votre pèlerinage, vous la faites coudre. Pas par-dessus, hein, ce serait trop visible, par-dessous les vêtements. On protège quelques endroits sensibles, et rassurez-vous, j'ai réfléchi pour vous, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire. On n'a pas la foi normalement pour se protéger. Vous avez la foi pour vous protéger, mais des fois ça suffit pas. Hein, si on essaye de te trancher en deux, la foi n'arrêtera pas le coup. La maille par contre, si. Donc vous protégez en priorité le cœur, qui n'en a pas en heure, c'est bien connu. Ensuite, les tripes. Les brigands raffolent des tripes qui jaillissent sur les chemins de pèlerinage. Donc on protège si on peut se le permettre. Et enfin le dernier pour messieurs, hein. Un peu plus bas. Toujours pratique. Bref, voilà pour la protection. Passons maintenant au reste de votre équipement. Un bâton de pèlerin, un bourdon. Donc le bourdon, il fait à peu près cette taille-là, il est un peu plus frais en général, hein, et très souvent, il est garni d'une petite pointe en métal en bas qui, soi-disant, est là pour quand les chemins sont difficiles, marcher plus facilement, etc. En réalité, on sait tous que c'est pour se défendre. Mais bon, comme le pèlerin, pour faire bonne pénitence, n'a pas le droit de porter d'armes, c'est pour marcher. Mon petit conseil à moi, ce serait, si vous avez une chignole chez vous, hein, sinon vous faites appel à un ami, vous faites percer un truc, au sommet du pont. Ça pourra vous servir à bien des choses, hein. Je laisse votre imagination fonctionner. Mais bon, dans certaines situations, quand on est dans une taverne, dans une auberge ou un lieu comme ceci, et qu'on se fait encercler par des brigands, très rare, mais ça arrive. C'est là que ça va vous être utile, parce qu'avec seulement 2 bouts de ficelle et un petit bout de cuir, tada, foustibol. Ça s'en jette, hein, comme nom, foustibol. Si vous préférez plus simple, fond à manche. Bon, 2 bouts de ficelle, un bout de cuir, qui peuvent se dissocier comme ceci, on attache, hein, on ne serre pas trop sinon on ne le coupe pas. On choisit un beau projectile, celui-ci par exemple, pourrait bien la faire, c'est une pierre un peu plus grosse que la taille de mon poing fermé, plus petite que mes 2 poings joints, comme ça fait assez de dégâts et ça part assez loin. Bon. Ensuite, pour des raisons évidentes, hein, je ne vais pas faire de démonstration de tir à l'intérieur de la salle d'armes, les murs sont très fragiles. Ensuite, on arme bien haut au-dessus de la tête, bien au bout pour avoir le plus de levier possible. Si on est dans une taverne, on vérifie que Joe Ludo ne soit pas en train de s'endormir sur le bout de cuir, sinon ça ne partira pas. On vise, mais pas très longtemps, parce que c'est pas précis. Et on tire. Bon, là j'ai tiré tout mollement, ça frotte contre les murs, ça abîme ma foustibole, j'ai pas envie de la casser. Mais si vous tirez avec toutes vos forces, ces pierres comme ceci, vous arriverez à les faire partir à 150, 250 pas. Redoutable, mais si vous êtes tout seul avec ce stratagème, c'est pour. C'est pas précis, avec une vache près, hein, les brigands vont voir les pierres passer à droite, à gauche, ils vont regarder qui c'est qui lance les pierres, et ils vont venir vous les rendre bien gentiment. Par contre, à partir de 11 avec le même stratagème, là ça devient sérieux. On peut commencer à créer de véritables équipes de foustibol. On se place à 3 sur une nouvelle front à manche, 2 recharges, 20 tirs, et on tire du 12 pierres minute. Alors 11 foustiboleurs aguerris qui tirent du 12 pierres minute, ça fait un paquet de pierres. Et ça arriverait à repousser les brigands, j'en suis convaincu. Pensez-y, il y a un petit trou, pas bien dur à faire. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit échauffement à faire à vous. Avant de partir au pèlerinage, évidemment. Si vous avez une gaffe chez vous, hein, un outil comme ceci avec une pointe et un crochet,
c'est le crochet qui nous intéresse. Si vous avez un autre outil muni d'un crochet ou un crochet, hein, vous le mettez dans le bout de bois, ça fera l'affaire. Alors ça va nous servir à nous entraîner contre le mouvement le plus réalisé par les brigands sur les chemins de pèlerinage. Ils évitent de vous tuer, donc forcément ils essayent de vous attraper pour vous faire tout par terre avant de vous maîtriser. Ils vous saquent, comme on dit. Donc il faut arriver à voir venir et à l'éviter. Vous vous mettez par groupe de deux, l'un porte la gaffe, l'autre non, et vous vous saquez mutuellement en échange. On fait ça plusieurs jours d'affilée pendant plusieurs heures. Alors, vous vous entraînez longuement, au bout d'un moment, il adviendra que vous ne pourrez plus vous saquer. Là, messieurs, mesdames, c'est qu'il est grand temps de partir en pèlerinage. L'un reste au foyer pour tenir les affaires, le deuxième s'en va. Voilà. Faites-le, hein. Je compte sur vous. Hein, ici, je n'ai pas le temps de le faire, sinon je vous aurais mis par groupe de deux, on serait allé dehors et on aurait fait ça. Mais bon. Allez, passons à plus sérieux, qu'est-ce qui va vous tomber sur le point de la figure? Ce n'est pas une massue, c'est une massue avec des points, c'est une bourrette. Donc ça, est-ce que ça vous inquiète un peu? Ça vous terrifie? Ça vous fait peur? Pas du tout ici, monsieur est un peu plus hésitant. Alors je peux comprendre que comme ça passe pas en vie, hein. Évidemment, c'est fait pour être terrifiant. Mais bon, comme le dit le jeune homme, si vous regardez un peu tout ce qu'il y a derrière moi, vous allez vite comprendre que ça, finalement, ça vous tue très lentement. C'est pas terrible. Ça s'appelle une bourrelette, comme je disais. Dans la famille, on lui a donné un petit surnom. On l'appelle le sicou, parce que vous voyez, je tape une fois, il y a une pointe qui reste bloquée à l'intérieur, hop, il ne reste plus que ça. Ça nous fait rire, mais aussi. Allez comprendre. Bref, la bourrelette a un défaut majeur, son apparence. Oui, oui, quand vous voyez quelqu'un avec une bourrelette dans la main, vous savez tout de suite qu'il n'est pas là pour travailler ni pour faire des massages. Bon, je vous mets en situation, vous allez très vite comprendre. Vous êtes, j'entendais quand vous descendiez un petit champ de Romieux, donc disons que vous êtes sur la route d'Europe. Vous pèlerinez bien tranquillement, sur votre dextre, une magnifique forêt verdoyante. Vous marchez, et au bout d'un moment, vous voyez un groupe de brigands, plus nombreux que le vôtre, avec ceci dans la main. Qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, vous partez le plus vite possible, retournez à l'étape précédente, cherchez quelqu'un qui pourra vous défendre, et avant de continuer. Bon, mais si dans la même situation, même chemin, même destination, vous voyez cette fois-ci un groupe de personnes à peu près équivalent au vôtre, avec ceci dans la main. Vous partez aussi? Ah non, c'est sûrement des bûcherons hein, qui coupent du bois toute la journée. À côté d'une forêt quand même. Bon, bûcheron, c'est un métier éprouvant. Toute la journée dans la forêt. Un temps comme ça en plus, non mais c'est pas possible. Forcément, de temps en temps, s'il y a un chemin de pèlerinage qui passe pas loin, ils font des pauses. Ils essayent de converser un peu avec les pèlerins, trouver les dernières nouvelles. Vous piquez un peu de vin si vous êtes assez généreux. Sachant cela, on s'approche innocemment. Et puis paf! En fait, c'était des brigands, mais pas toujours. Un monsieur, vous n'allez pas faire tenir à chaque fois que vous voyez un outil sur le chemin de pèlerinage. Vous n'êtes pas rendu, hein? Franchement. Non. Parce que sur les chemins de traverse, il y a aussi des travailleurs. Ah non, vraiment, vous n'êtes pas rendu. Il faut arriver à trouver quelques techniques pour pouvoir repousser les travailleurs qui n'en sont pas. Tenez, pour évaluer votre marge de progression, une deuxième petite situation, vous allez voir, j'aime bien ça. Cette fois-ci, vous allez sur la route de Compostelle, vous passez entre les montagnes, une montagne, deux montagnes, trois montagnes, et au bout d'un virage, un groupe de personnes avec ceci dans la main. Des mineurs, très probablement des mineurs, hein, qui ont travaillé toute la journée dans leur mine. Alors la poussière, l'obscurité, c'est pas agréable. Évidemment qu'ils vont se mettre sur les chemins de pèlerinage pour converser, sauf que cette fois-ci, vous êtes au courant. C'est pas forcément des mineurs. D'accord? Donc, la technique. Quand vous voyez ce groupe de personnes, vous agrippez bien fermement votre bourdon. On approche, et une fois qu'on arrive en face du travailleur, hop là! Voilà, on se place en réception. Et attention, ne relâchez pas votre garde. Hein. Vous passez. Et une fois que vous êtes passé, que vous n'êtes plus à portée de pioche, voilà, vous partez en cours. Si c'est un mineur, vous aurez l'air ridicule. Mais de ridicule, contrairement aux brigands, ça ne tue pas. Donc, voilà. Si c'est un brigand et qu'il décide de vous porter un coup, pensez bien à faire ceci. Parce que les brigands ne sont pas bêtes, ils ne vont pas viser le bout de bois. Ils vont viser le bois. Donc, on écarte, on redirige le bourdon là où le brigand frappe et on essaye d'accueillir le coup à peu près comme ceci.
Une fois qu'on l'a bien, on repousse la pioche et on donne un petit coup au briquant, comme ceci, voilà, et puis on peut continuer par tranquillement, courir, évidemment, courir, et sur la bonne direction cette fois-ci. Ça va être beaucoup mieux. C'est clair? C'est clair? Je vais vous montrer comment faire. Bon, pour voir si vous avez bien suivi, je m'en permets un petit dernier. Cette fois-ci, vous pèlerinez, on s'en fout un peu de la destination, au bord d'un champ, avec un groupe de personnes qui possèdent ceci. C'est la mort, c'est bien. C'est la mort directe. Non, c'est pas la mort, c'est la mort est immatérielle. Là. Ah, c'est la mort, là. Il faut Ça viendrait de la faux, mais ce n'est pas une faux. Messieurs, mesdames qui avaient dit la faux, je vois bien que vous n'avez jamais travaillé dans des champs. Une faux, c'est comme ceci. Très souvent, on a une barre pour travailler plus efficacement. Si tout ça, ça a été retiré, on a redressé la lame, donc ça ressemble à une faux, mais c'est un fauchard. Fait pour aller sur le champ de bataille. Parce que en fait, c'est pourri comme fauchard, c'est complètement pourri. Hein. Si vous voyez un groupe de brigands avec ça, vous pouvez passer. Un groupe de brigands qui va voir un groupe de pèlerins comme le vôtre, vous êtes nombreux quand même, hein. Il y a des gens qui sont arrivés, vous êtes très nombreux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En premier, ils vont se mettre à stresser. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, c'est des débutants. Donc ils stressent, vous entendez le bruit, ça veut dire que vous pouvez passer encore plus sereinement. Même s'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils essayent de vous trancher, ben ça va s'arrêter. Ah oui, une lame de faux, c'est pas fait pour trancher un os, c'est fait pour trancher de l'herbe. Donc forcément, on a affiné le métal le plus possible pour que ça tranche de l'herbe, qui n'est pas autre chose. C'est clair. Donc voilà, ça va rentrer dans la chair, ça va s'arrêter sur l'os, ça va piquer un peu. Vous pouvez continuer. Ça, c'est si vous n'êtes pas réveillé du matin. Hein. Si vous êtes un tout petit peu réveillé, vous prenez votre bourdon, vous parlez coup comme tout à l'heure, vous dégagez un coup de bâton, deux coups de bâton, parce qu'il le mérite franchement, et vous continuez. C'est clair? Attention, hein, ne me faites pas dire que tous les fauchards sont pourris, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. On peut faire beaucoup mieux, et très facilement. Ici, vous voyez, j'ai un fauchard à pointe qui a tout de suite l'air plus redoutable, hein, on est d'accord, avec une petite douille qui a été coulée pour que ça tienne sur le manche. Cette fois-ci, il n'y aura plus de petits bruits, ça veut dire qu'il ne faut pas passer tranquillement. Ensuite, on a pris plusieurs lames de faux comme celle-ci, on les a chauffées pour les regrouper ensemble dans une seule lame de faux comme celle-ci. Quand c'était chaud, on en a profité pour ajouter deux choses. La petite pointe derrière, qui sert à saquer, comme je vous le disais au début, et le sens du tranchant qui a été inversé par rapport à la faux de base. Vous voyez ici, une faux qui tranche vers l'intérieur, très pratique pour travailler. Ici, il y a un fauchard qui tranche vers l'extérieur, très pratique pour guerroyer. Ici, mettons que la lame soit un peu plus épaisse, si je vous rentre à l'intérieur, ça s'arrête au bout d'un moment, et ensuite il me faut sortir. Si ma courbe est dans ce sens-là, bon, à sortir, c'est soit je tire très fort en arrière avec le pied sur ma victime, soit je lui tourne autour pour sortir. C'est pas pratique. Ici, grâce à la courbure de la lame, quand je vais rentrer à l'intérieur du petit garçon, non, rassure-toi. Voilà, je rentre, ça glisse sur les os qui restent et ça sort tout seul. Beaucoup plus pratique. La tête facile. Facile. Bon, pour poursuivre la formation, est-ce que parmi vous, il y a des hiérosomitains? Des hiérosomitains? Non, mais c'est les gens qui font le pèlerinage pour Jérusalem. Parce que vous êtes en formation, vous disais peut-être certains d'entre vous ont choisi Jérusalem. Ou alors vous ne vous êtes pas encore décidé. C'est possible aussi, vous êtes en formation, vous êtes là pour faire des choix. Bon, si jamais vous décidez de Jérusalem comme destination, il faut absolument connaître celui-ci. Le cimetière. Le cimetière qui nous vient du fin fond de l'Orient, là où les peuples se battent quasiment tous à cheval. Ça vient de la famille des Sables. Et depuis qu'ils sont arrivés dans le Moyen-Orient avec ce genre d'équipement, les Sarrasins ils ont vu une arme magnifique, puisqu'elle représente, vous le voyez bien, la croissance de l'île. Exactement. Très symbolique pour un Sarrasin. Donc se battre avec le cimetière, ils aiment bien. Nous, en opposition, nous chrétiens, on aime bien se battre avec ceci. L'épée, la croix. Mais franchement, c'est moins bien. Alors, ça me fait mal de dire ça, parce que bon... Mais bref, trois différences séparent ces deux armes. La première, une des plus importantes, avec le cimetière que vous voyez ici. Je peux me gratter le dos. Je peux me gratter le dos exactement. Oh, ça fait du bien. Bon, bref. Avec l'épée, si j'essaye de me gratter le dos, bon, ben, je l'aurai dans l'os. Ça marchera. Bon, plus sérieusement. Comme on disait tout à l'heure, si avec une épée j'essaye de trancher quelqu'un, il y a beaucoup de chances pour que ça s'arrête dans l'os. Et ensuite,
il faut tirer pour sortir l'épée. Avec le cimeterre, pas de problème. La lame est courbe, hop, ça glisse sur l'os et on peut passer au suivant. Bon, à pied, ça ne fait pas beaucoup de différence. Je range, je sors, je range, je sors. Mais à cheval, ça fait toute la différence. Hein. Je suis sur mon cheval avec mon épée, je vois un péon en face de moi qui arrive, je veux le trancher en deux, ah, ça s'arrête à l'intérieur. Là, j'ai envie de dire à mon cheval, attends, il faut que je tire. Sauf que mon cheval, il ne comprend pas. Il avance. Et je dois lâcher l'épée. Il me casser le poignet au choix. Avec le cimeterre, aucun problème, je range, je sors. C'est mieux. C'est mieux. Pour la troisième différence, j'aurais besoin parmi vous d'un ou d'une volontaire. Toi, tu es courageux? Très bien, viens avec moi. Comment tu t'appelles, jeune homme? Arthur. De quelle ville tu viens? Anthony? Pardon, ça. C'est Anthony. 91. Je ne connaissais pas, je crois que vous voyez, je ne vous cache pas. Surtout vers chez les Français, franchement, ça donne pas envie. Bon, Arthur, puisque je te confie une épée. Non, quand même pas. Tu seras Sir Arthur d'Anthony, ça te plaît? Prends-la bien à deux mains, parce que tu es jeune. Place-toi plutôt par ici. Bien en face de moi, en position de garde. Tu m'as dit courageux, hein? Très bien. Si jamais tu stresses, souffle un coup. Pas de soucis. Je vais simplement essayer de te décapiter. Ça va bien passer. Non, mais rassure-toi, je ne vais pas réussir. Hein. Tu peux le planter, hein? Ouais, pas. J'ai droit à 5% de perte. Donc je pourrais décapiter si j'avais envie, mais je prépare un bouquet final pour le dernier jour de formation. Tir de pèlerin au trébuchet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il reste de la page, je crois. Très bien. Tu es prêt? J'y vais lentement pour que tu vois venir. Tu es prêt? Dis oui. Tu es prêt? Bon, ben, je change avec un autre volontaire. Si, t'es prêt, vas-y, sois courageux. Non, allez, sois courageux. Voilà, j'arrive. Ouais. Voilà, tu accueilles mon coup et comme ceci, tu es en sécurité. On est d'accord? Tu as l'air. Ah ouais. Si tu avais 10 ans de plus, tu seras en sécurité. Bon, on reprend à zéro. J'arrive, sauf que cette fois-ci, au dernier moment, oh, je tourne le cimeterre. Là, tu n'es plus en sécurité. On est d'accord? Parce que... Hein? Si j'ai un petit espace, ça se rentre à l'intérieur du coup. On est d'accord? Détends-toi. Ça, très simple. Il suffit de changer le sens dont on tient la lame et pop, on peut rentrer à l'intérieur. Alors le coup, évidemment, c'était pour vous montrer, mais si je tape par en bas, que tu te défends comme ceci et que je change, ah, tu chanteras plus aigu à l'église. Par exemple. Merci, Sir Arthur, pour cette démonstration. Magnifique. Bien, on parle que de bon, attention. Avec l'épée, du coup, lui, par contre, là. On se bat avec cette épée-là. Oh ben on peut se battre de bien des façons. Après l'épée, il faut savoir que c'est plutôt une arme défensive qu'offensive. Ah, Je peux vous en parler un peu, mais en pèlerinage, ça ne vous sert à rien. De toute façon, vous n'avez pas le droit de porter une épée. On va pas trouver l'épée. Alors, une épée, l'avantage, le premier avantage de l'épée, je le fais rapidement, en 2 phrases, c'est qu'elle est entièrement en métal. Donc elle ne va pas se casser. Contrairement à la hache, qui a un manche en bois. Si le coup arrive sur le manche en bois, on n'a plus de hache, on a un bout de bois pour se battre, c'est pas terrible. La deuxième des différences, c'est que le point d'équilibre de mon épée, la partie la plus lourde est ici. Ce qui fait que mon point d'équilibre est à peu près par là. Donc ce mouvement-là et ce mouvement-là sont aussi faciles à faire l'un que l'autre. Ça fait une arme très rapide, très maniable. Hein, je frappe, je reviens en position défensive. Avec la hache, je frappe et je ne reviens pas. Hein, si je veux revenir pour porter un deuxième coup, ce sera comme ceci. Je frappe, je continue dans le sens de ma frappe, puisque le sens est équilibré. Voilà. Voilà, on a toujours l'épée à sa taille quand on est chevalier pour se défendre en dernier recours, mais très souvent on se bat avec autre chose pour massacrer. Bref. Bon, pour revenir un peu dans le sujet du pèlerinage, j'aurais bien aimé vous poser une question. Je parle d'une déduction. Les gens font du tout. D'accord. On a tous une vessie qui accueille du liquide, et au bout d'un moment, il faut la vider. Sur le chemin de pèlerinage, ça arrive aussi. On est d'accord? Bon, je sais pas vous, mais moi je pisse à la main. Vous aussi? C'était ça la question. Oui, oui. Voilà. Bon, sur les chemins de pèlerinage, quand on est avec un beau groupe comme le vôtre, on a tendance à vouloir se mettre un peu à l'écart. Donc on cherche un arbre discret. Vous me suivez? On s'écarte un peu du groupe, et là il faudra faire très attention. Car dans certains arbres,
se cache ceci, avec une personne debout. Ça vient de la serpe, évidemment, vous voyez la serpe ici quand je fais ça. Et les gens qui travaillaient avec une serpe, quand ils décident de documenter, bah, ils utilisent toujours une serpe, ils la font modifier un peu, mais bon. Et ils se plantent très souvent au sommet des arbres, ils attendent, ils guettent le pèlerin qui viendrait uriner sur leur arbre, quand ça arrive, on descend, on tourne. Si ça ne loupe pas à l'aller, pas de souci, il y a une pointe derrière, c'est plus pour le retour. Et ça, c'est le minimum. S'ils sont un peu mieux équipés, qu'ils ont déjà fait un champ de bataille 2, il y a beaucoup de chances pour qu'ils aient plutôt ceci. Et pas un croissant de guerre à une serpe de guerre. Ça offre beaucoup plus de marge de manœuvre au brigand, il peut louper à l'aller, louper au retour. C'est vraiment pas mon jour. Voilà. Ça fonctionne. Donc faites bien attention, hein, quand vous avez besoin de faire vos besoins, vous surveillez. Et puis assis. Assis, pourquoi pas, vous serez plus bas, mais s'il a ça, Ouais, je ne vois pas la lâche. La lâche. pour les femmes, par exemple. Non, non, il y a plus simple. On regarde au sommet des arbres, si ça brille, on change d'arbre. On change d'arbre. C'est évident. Ou Donc, on peut glisser à côté d'un arbre. oui, aussi, ça peut. Mais attention, pas non plus aux côtés des rivières. Ah bon? Oui, parce que dans les rivières se cachent des gens avec la gaffe. Des pêcheurs très patients, ils passent la journée à l'intérieur des rivières, comme ceci, là, bien proche. Si c'est sur un chemin de pèlerinage, c'est encore mieux. Quand le pèlerin passe, hop là, on tire, on pousse, on fait tirer, on rentre. C'est clair? Ouais, sympa, sympa. Donc prenez garde. Voilà, faites contre un arbre, vous surveillez en l'air, vous surveillez un peu vos pieds également. Parce que de temps en temps, il y a des racines qui sortent du sol. Je ne voudrais pas que vous tombiez à cause de mes conseils à la fois. Donc à faire, regardez aussi devant vous. Ouais. Tiens, je vous parlais de serre. Pourquoi pas vous parler de celle-ci? Ici, vous avez la serpe plus, la dernière trouvaille des mercenaires, que vous pouvez appeler la guisarme, si vous avez arrivé à retenir. Mais en serpe plus, ça marche. Bon, comment ça s'utilise? Je vous le fais en bref, hein, comme ça. Vous êtes concentrés? Ouais. Ça va la vie. Ça coupe, ça pique, ça coupe, ça coupe, ça crochette, ça coupe, ça pique, ça coupe, ça coupe, ça pique, ça coupe, ça coupe pas, ça coupe, ça pique, ça coupe, c'est clair? Bon, si c'est pas clair, retenez plutôt. Si ça pique, ça coupe pas. Si ça coupe, c'est que ça pique pas. Par contre, attention, si ça coupe pas, c'est pas toujours que ça pique. Des fois, ça coupe pas parce que ça coupe pas ou parce que ça crochette. C'est mieux. La guisarme a été conçue pour faire face à un chevalier sur un champ de bataille. Quand on est mercenaire et qu'on fait face à un chevalier, on n'a qu'une seule idée en tête. Non, surtout pas. Je voulais justement voir si quelqu'un proposait ça. Non, justement, tu combats le mercenaire et tu es convaincu que tu peux gagner. Capturé pour avoir des rançons. Exactement. Voilà. On ne tue pas le chevalier. Hein. Si tu rançonnes un chevalier mort, ça ne vaut pas grand-chose. Un chevalier vivant, par contre, là, il y a de quoi faire. Donc, cette arme est faite pour. Hein. On attrape et on garde vivant. On va chercher à bien rentrer le crochet de la serpe à l'intérieur de l'armure du chevalier. Comme ceci. Le maillon est... La serpe est très fine, ça rentre entre deux maillons. Une fois qu'on est bien passé à l'intérieur, hop là, on tient un coup sec, qui tombe par terre de son propre poids, et on vient caler sa tête entre deux parties qui coupent et une qui ne coupe pas, comme ceci. Là, il ne faut pas glisser, hein. Il faut être très solide sur ses appuis, parce que si on glisse, ah, dommage, il n'y a plus grand son. Mais ça arrive, ça arrive. Bon, on attache le chevalier autour d'un arbre, et on rançonne le chevalier. On envoie un petit messager à sa famille, qui va dire, c'est quand ton chevalier, mais pas que le chevalier. Donc, vous rançonnez le chevalier, l'équipement du chevalier, l'armement du chevalier, le destrier du chevalier également. Ça coûte un pognon. Vous pouvez aussi essayer de rançonner ses écuyers, mais des fois ils n'ont aucune valeur. Alors j'ai quand même une petite technique, hein. On les envoie en esclavonie, après leur avoir trempé la tête dans l'urine du destrier pendant une bonne demi-heure, ça blondit les cheveux. Vous ne demandez pas pourquoi ils achètent les blonds plus rapidement, plus cher. Ouais. Alors, pour revenir à votre formation, je remarque que je me suis un peu égaré. Vous êtes sur un chemin de pèlerinage. Vous voyez, sur votre chemin, dans une clairière bien dégagée, un chevalier étendu sur le sol. Il respire encore. Qu'est-ce que vous faites? On se soigne. Vous soignez, c'est une idée. D'autres idées. Et L'achevez. Alors s'il est vraiment mal en point, pourquoi pas, ça lui rendra service, mais tant qu'il respire, évite. Ici, c'est un mercenaire qui se fait semblant d'être... Eh bien écoute,
Puisque c'est une mise en situation que c'est moi qui ai donnée, c'est pas un mercenaire, c'est un cheval. Il n'y a pas de piège. On lui fait des câlins. Pourquoi pas? Donc on peut le soigner, lui faire des câlins, d'autres options? Pardon, je n'entends pas. Lui demander son chemin? Non, passer le chemin. Ah, on peut aussi, oui, on peut passer le chemin. Je viens de vous parler de rançon, ça a donné envie à personne. Le rançonner, voilà, c'était la dernière option. Que je déconseille, évidemment que je déconseille. Hein. Vous avez vu juste, vous êtes en choix de pèlerinage actuellement pour vous repentir. Donc on évite de rançonner les chevaliers. Si vous avez vraiment besoin d'argent, toutefois, vous pourriez être tenté. Alors on rançonne le chevalier, et puis ensuite, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui en découlent. Il faudra faire le pèlerinage que vous êtes en train de faire, mais derrière, il faudra le refaire. Et sûrement avec une pénitence sur le retour. Hein. Marcher sur les genoux, du gravier dans les chaussures, ce genre de choses. Hein. Très désagréable. Le cabinet lui faire du bien. Le cabinet lui faire du bien, on va résumer, on va dire l'aider. L'aider. Donc voilà, le rançonner, pas pratique. En plus, les pèlerinages, vous allez les faire avec des bourses bien remplies. Hein. Et là, vous êtes une cible facile pour les brigands. Ils regardent qui c'est qui a les meilleures bourses, et ils les attaquent en premier, c'est logique. Si on l'aide, par contre, voilà, vous l'aidez à se relever, il continue avec vous jusqu'à l'état, vous lui donnez un peu de votre vin, etc. Une fois qu'il s'est bien remis, un chevalier, c'est très courtois. Vous l'avez aidé, il va vous aider. Un jour, il tombera un petit sur une embuscade avec Et il pourra vous protéger. Et puis même, il vous racontera ses prouesses, il vous paiera des coups à boire au taverne que vous parcourrez, enfin bref, que des avantages à aider le chevalier. Alors que le rançonner, sur un court terme, c'est pas mal, long terme, très mauvais. Voilà. Tenez, parlons un peu d'humeur. Hein. J'entends des enfants qui commencent à faire des bruits, j'en vois d'autres assis qui n'en font pas encore. Je suppose que les parents sont avec nous. Les parents, levez la main. Hein, si vous avez été parent au moins une fois dans votre vie, levez la main, les conseils sont pour vous. Voilà. Alors je vais vous offrir gracieusement un conseil pour calmer votre enfant à n'importe quel moment, très facilement. Non, mais pas avec les pieds, rassurez-vous. C'est juste pour aborder la transition. Je vais commencer par vous parler de ceci. Est-ce que vous connaissez? Non. Ah, c'est pour le Une écharpe, non, il va pas le frapper froid. Pour le sang. Qui a dit ça? Bravo. Mais pas que le sang, toutes les humeurs. Ah oui, les humeurs. Les humeurs. Notre corps, le mien comme le vôtre, est parcouru par 4 humeurs différentes. On a le sang, la plus répandue, qui symbolise l'air et la joie de vivre. Ensuite vient la bile jaune, à peu près par là, ça coule du foie. Alors, ça symbolise le feu et la colère. Ensuite, on a la bile noire qui sort par la rate, qui symbolise la terre, donc la tristesse. Et enfin, la lymphe qui sort par là, quand on perce bien profond, qui est plutôt bleu, hein, ça symbolise l'eau, le calme. Donc ça, bon, les 3 dernières, on s'en fiche un peu. Je vais vous parler du sang pour notre conseil. Hein. Alors, quand l'enfant est beaucoup trop joyeux de vivre, qu'il court de partout à l'intérieur de la maison, vous avez envie de vous reposer, vous en pouvez plus, ça arrive ce genre de situation. Dites-moi, ça arrive. Donc là, vous attrapez à 2 l'enfant, l'un l'empoigne par les épaules, l'autre par la taille. Vous le tenez bien fermement, et puis, le plus délicat des deux vient lui faire une petite entaille sous le pli du genou. On fait couler un peu de sang, pas trop, on rebouche très vite, hein. Ça retire sa joie de vivre à l'enfant, l'air qu'il a en trop, et ensuite tout de suite c'est automatique, l'enfant va faire la sieste. Non, alors, en fonction de ce que vous retirez, si vous en retirez un peu, ce sera une journée de sieste, pas mal. Un peu plus, on arrive à 2 journées de sieste, mais attention, je vous déconseille de viser la 3e journée, l'enfant se relève. Voilà. La saignée, vous devez lui connaître d'autres avantages, hein, messieurs, mesdames, vous qui travaillez, moi-même qui ne travaille pas. Tous les dimanches soirs, je demande au barbier de me faire une petite saignée hein, pour rester de bonne humeur pendant toute la semaine à venir. Il fait couler mes mauvaises humeurs. Alors pour moi, c'est juste pour être de bonne humeur, parce que j'aime pas être de mauvaise humeur. Pour vous qui travaillez, en se saignant le dimanche soir, vous êtes sûr et certain de ne pas tomber malade pendant toute la semaine à venir. Donc vous ne perdez pas un jour de travail, et ça c'est pratique. Bon bref, revenons au collecteur d'humeur. Donc le collecteur d'humeur, c'est fait pour empêcher que toutes ces humeurs que vous allez faire couler impestent votre manche.
Tenez, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de collecteur d'humeur? Sur cette bouche, je n'ai pas fait installer de collecteur d'humeur. Donc si je décide d'empaler quelqu'un, on va y aller un peu au pif, comme ça on voit ce qui coule, c'est plus rigolo. Ici, ça fait crac crac. Et ça coule, hein, c'est un peu rose, ça fait des bulles, c'est du sang. On sort de la personne, et puis on se rend compte de quelque chose. Ça a coulé sur le manche, c'est frais, c'est plutôt agréable. Et en plus de ça, ça glisse exactement. Et si ça glisse, bon ben pourquoi pas, hein, on arrive vers la deuxième personne, on glisse, et pof, on gagne en allonge, on gagne en vitesse, et on perd un peu en précision. Après souvent on fait couler un peu de lymphe. Ou de bile jaune, et là, ben, la bile jaune, la bile noire, ça pue. Sachez-le, ça pue. Donc évitez de percer là. Bref, c'était juste un détail. Bon, on fait couler, en transperçant, en empalant, etc. Ça coule de haut en bas sur le manche, vous continuez, vous êtes content, ça glisse, c'est rigolo. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte du véritable défaut d'humeur. Quand ça sèche, ça colle. Et puisque ça coule de haut en bas, au bout d'un moment, vous allez passer de cet auguste mouvement-là à celui-ci. Voilà. Et si vous voulez empaler quelqu'un, que vous arrivez vers lui, le regard en feu, et vous dites ah! Ça finit mal. Bon. Pour revenir à vous. Si vous prenez quelqu'un sur le chemin de pèlerinage avec un collecteur d'humeur sur son arme, quelle qu'elle soit, ça veut dire trois choses sur lui. La première, c'est qu'elle sait très bien. La deuxième, bien, ma foi, elle aime bien garder les mains propres, hein, ça sert aussi à ça, le collecteur d'humeur. Et enfin, la dernière, la plus importante, elle adore plus que tout vous la rentrer bien profond à l'intérieur du ventre. Si vous voyez un collecteur d'humeur, prenez la fuite. Hein. Si c'est du bluff, tant pis. Vous perdrez quoi? Une journée de marche. Et puis même, hein, si vous avez envie, en plus c'est joli, vous pouvez faire installer un collecteur d'humeur sur votre bourdon. Hein. Je doute que beaucoup de brigands prennent au bluff. Pourquoi pas? Un petit collecteur d'humeur. Alors, est-ce que j'ai d'autres conseils à vous donner? Eh bien, ma foi, je crois que j'ai fait le tour de mes conseils. Si vous avez des questions sur des choses dont je n'ai volontairement pas parlé, c'est le moment. Sinon, eh bien, bah, vous pouvez aller dans l'estuvier, prendre les conseils de Dame Héloïse. Hein. Alors, c'est des conseils d'hygiène et de ragot.